Samedi 12 mars, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 19h. On entame ce journal avec le dossier du conflit en Ukraine. De plus en plus de villes ukrainiennes cernées et une situation humanitaire alarmante. La troisième semaine du conflit russo-ukrainien est marquée par l'intensification des combats dans plusieurs régions telles que Mykolaïv ou encore Mariupol. Plus de détails sur les derniers développements de la situation avec Emin Touta. Mariupol, Kiev, Dnipro ou encore Tchernikiv et Irpin. Des villes qui ont marqué la troisième semaine du conflit russo-ukrainien. Sur les faubourgs de Kiev, l'armée russe serre l'étau sur la capitale et contourne les unités ukrainiennes par le nord. Dans les principales rues de Kiev, des tranchées et des barrages ont été mis en place afin de contrer les blindés russes, au moment où les sirènes d'avertissement sonnent sur l'ensemble de la plus grande ville du pays. À Mariupol, selon des sources ukrainiennes, une mosquée de la ville abritant 80 civils était la cible de bombardements. Cependant, d'autres sources ont assuré que le quartier était sous le feu, mais que la mosquée elle-même n'avait pas été touchée. Dans cette ville, plusieurs civils se trouvent assiégés depuis plusieurs jours, en dépit de l'entente des deux parties sur la garantie de couloirs humanitaires. Une nouvelle tentative d'évacuation a été aussi prévue pour permettre aux habitants de sortir en direction de Zaporijjie, à quelques 200 km plus au nord. Mykolaïv, une autre région portuaire du sud, faisait l'objet de frappes dans la nuit de vendredi à samedi. Ces derniers jours, plusieurs civils ont fui vers le pays voisin, la Moldavie. Et pas loin de Mykolaïv, la ville d'Odessa se prépare à un assaut imminent en fortifiant les côtes avec les sacs de sable et les obstacles de route. Un 17e jour d'opération qui n'a pas connu de répit pour les flux des réfugiés ukrainiens vers les pays limitrophes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estimait que 2 millions de personnes ont été déplacées et 2,5 millions ont franchi la frontière. Et lors de son intervention médiatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky confirme ce matin la prise par l'armée russe de la ville de Melitopol. Rappelons que Melitopol, une ville qui se situe au sud de l'Ukraine, pour dire l'avancée de l'armée russe sur le terrain. On écoute. Aujourd'hui, à Melitopol, les Russes ont capturé le maire de la ville, Ivan Fedorov, un maire qui défend courageusement l'Ukraine et les membres de sa communauté. Il s'agit de toute évidence d'un signe de faiblesse de leur part. La capture du maire de Melitopol est donc un crime, non seulement contre une personne en particulier, contre une communauté en particulier, et pas seulement contre l'Ukraine. C'est un crime contre la démocratie en tant que telle. Et puis cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier, une réunion autour de la question du conflit en Ukraine. Une réunion donc qui s'est transformée en un véritable champ d'accusations, de désinformation et de manipulation entre l'Occident et la Russie à l'occasion d'une réunion demandée par Moscou sur une prétendue présence en Ukraine d'armes biologiques coordonnées avec les États-Unis qui continuent de démentir en bloc. Les accusations russes avaient été portées jeudi par le ministère de la Défense et le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. La Russie a l'habitude d'accuser faussement d'autres pays des violations qu'elle commet elle-même. Dans ce contexte et conformément à nos déclarations précédentes, nous craignons sérieusement que la Russie n'envisage d'utiliser des agents chimiques ou biologiques contre le peuple ukrainien. Sur le territoire de l'Ukraine, il existe un réseau composé d'au moins 30 laboratoires biologiques dans lesquels sont menées des expériences biologiques très dangereuses, visant à renforcer les qualités pathogènes de la peste, de l'anthrax, de la tularemie, du choléra et d'autres maladies mortelles, en utilisant la biologie synthétique. On va parler de sanctions contre la Russie avec la saisie du plus grand yacht privé appartenant à un oligarque russe, Andrei Melchinenko. Ce sont les autorités italiennes qui ont gelé ce yacht d'une valeur de 530 millions d'euros dans le port de Trieste, dans le nord-est de l'Italie. Rappelons que plusieurs yachts ont déjà été gelés par des pays européens au cours de ce mois.
Et dans le reste de l'actualité internationale, on va rester sur le vieux continent. C'est l'heure de la campagne présidentielle en France. Empêchée par le contexte international, le conflit en Ukraine et la tenue du congrès de Versailles qui a justement débattu de la situation à l'est de l'Europe, Emmanuel Macron a donc reporté tous ses déplacements. Candidat LREM à sa réélection, il s'est adressé à ses sympathisants de province via une vidéo diffusée sur YouTube par son équipe de campagne. On écoute un extrait. Comme je l'ai dit, je suis président jusqu'au dernier quart d'heure, je continuerai de l'être, car c'est ce que je dois à nos compatriotes qui m'ont confié ce mandat il y a maintenant près de 5 ans. Mais je serai aussi candidat, comme je vous l'ai annoncé il y a un peu plus d'une semaine, à chaque instant où je peux l'être. Et donc je saisis cette occasion pour, à vos côtés, avoir quelques minutes de candidat pour m'exprimer devant vous et être à vos côtés, partager quelques convictions. Oui, je tenais à ce que ces réunions publiques puissent s'organiser partout dans le pays. Je salue toutes les villes et tous les villages de France où vous avez réussi à vous mobiliser nombreux et enthousiastes, à vous retrouver pour expliquer, convaincre, partager. Merci. Merci à vous pour votre engagement. On va continuer à parler de campagne présidentielle en France, une campagne qui a plutôt mal commencé pour Éric Zemmour qui est en visite en Tarn-et-Garonne. Le candidat d'extrême droite a été visé par un œuf qu'un homme lui a claqué sur la tête à son arrivée à Moissac. Dès sa sortie de son véhicule, on peut le voir sur ces images, l'auteur a été immédiatement maîtrisé par la sécurité et ensuite emmené par les gendarmes. Éric Zemmour était accompagné de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui l'a rejoint dimanche dernier. Le très controversé Éric Zemmour est connu pour sa xénophobie et pour ses positions très hostiles aux musulmans et à l'islam. Les ministres turcs et arméniens des Affaires étrangères se sont engagés ce samedi en Turquie à poursuivre le processus de normalisation entre leurs deux pays. Le règlement du conflit au Nagorno-Karabakh après 6 semaines de guerre en novembre 2020 au profit de l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie, rend aujourd'hui possible ce rapprochement vivement souhaité par l'Arménie en proie à des difficultés économiques. Ankara et Erevan ont récemment entamé des contacts directs. Les premiers vols commerciaux depuis 2 ans ont repris début février entre la Turquie et l'Arménie. Mais la frontière terrestre entre les deux pays reste fermée depuis 1993, obligeant les camions à transiter par la Géorgie ou bien même par l'Iran. Nous venons d'avoir des entretiens bilatéraux. Je peux dire que la conversation a été très productive et constructive. Comme vous le savez, nous avons entamé un processus de normalisation de nos relations. Nous avons tenu des discussions et évalué ces réunions aujourd'hui. Je voudrais dire avec plaisir que nous faisons un effort pour assurer la stabilité et la paix dans le sud du Caucase et que nous constatons un soutien de tous les milieux à cette fin. L'Azerbaïdjan est également satisfait des mesures prises pour le processus de normalisation entre la Turquie et l'Arménie. En Libye, quelques mois après le rendez-vous électoral avorté, le pays de nouveau divisé avec 2 gouvernements en place, rappelant aux Libyens l'imbroglio de 2016, une situation qui laisse entrevoir leur crainte d'une fragmentation entre la napolitaine et la cyrénaïque. Tinhinen Makassi. La transition libyenne n'a jamais été aussi malmenée et pour cause, les luttes intestines ont déjà miné le pays, en particulier entre les institutions à l'est et à l'ouest. Une lutte d'influence aujourd'hui portée par les 2 premiers ministres en poste, Abdelhamid Dbeibah et Fethi Bachara. Tous les 2 issus de la ville de Misrata, dans la région tripolitaine. Bien qu'ils soient tous les 2 natifs de cette région connue pour être traditionnellement une communauté soudée, les 2 hommes se livrent une bataille sans merci, dans ce pays où l'appartenance régionale a son poids, compliquant de fait l'imbroglio libyen, mais aussi les relations intercommunautaires. D'ailleurs, à Misrata, les notables religieux et autres membres de la société civile ont proposé leur médiation pour tenter de rapprocher les points de vue et de rétrécir le désaccord entre Dbeibah et Bachara, gardant en tête l'intérêt suprême, à savoir l'unité du pays.
Cela dit, bien que l'ONU appelle les deux parties à éviter un éventuel retour à la violence, suite à l'information sur la mobilisation de groupes armés autour de la capitale Tripoli, il semble que la Libye vit en statu quo, en raison de l'évolution de la crise en Ukraine et les répercussions de cette dernière sur les prix des matières premières, notamment le gaz. En Tunisie, l'Institut national de la statistique révèle que l'indice des prix à la consommation repart à la hausse en s'établissant à 6,7% en janvier dernier sur une base plutôt annuelle contre 6,6% en novembre 2021. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. Le taux d'inflation en Tunisie a augmenté à 6,7% au mois de janvier dernier, contre 6,6% en décembre 2021, selon les données de l'Institut national de la statistique. Les produits des produits alimentaires ont maintenu le même rythme à la hausse avec 7,6%. Le tabac et les boissons alcoolisées ont accéléré cette tendance haussière après avoir enregistré 18,6%. Or, les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation s'est élevée à 6,5% en janvier contre 6,4% du mois de décembre dernier. Sur les évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme, la Banque centrale de la Tunisie précise que les récentes prévisions ont revu à la hausse la trajectoire des prix à la consommation. Elle table sur un taux d'inflation moyen de 6,8% en 2022 avant de baisser à 5,6% en 2023. Quant à l'inflation des produits alimentaires au frais, les faibles perspectives de la production locale sous l'effet de la sécheresse prolongée et le durcissement des restrictions sur l'irrigation, de la hausse des coûts d'intrants et de production, auxquels s'ajouteraient les effets du renforcement de la demande, notamment celle du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, devraient maintenir des pressions à la hausse de l'inflation de l'ensemble des produits alimentaires frais de 9,4% en 2022 et de 5,4% en 2023. En Éthiopie, premier congrès du Parti de la prospérité depuis sa création en 2019, le Premier ministre Abiy Ahmed a rassemblé les membres du parti de différentes régions du pays pour cet événement durant lequel il appelle à la paix et à la stabilité après une guerre d'1 an. On écoute. La paix est plus que tout pour l'Éthiopie, car nous sortons tout juste de la guerre. Les forces qui pensent être puissantes doivent se calmer et travailler pour la paix. La discussion, le repos et le développement et toutes les autres options ne sont pas bénéfiques pour l'Éthiopie et les Éthiopiens. Je veux nous encourager tout à défendre ensemble la paix et la démocratie. J'espère qu'au cours de cette première réunion du Conseil, les grandes questions de développement, de démocratie et d'égalité et le chemin vers la paix trouveront notre décision. Ils sont environ 500 prisonniers palestiniens à poursuivre pour le 71e jour consécutif leur boycott des audiences des tribunaux de l'entité sioniste. Un boycott qui s'inscrit dans le cadre de leur lutte contre la politique illégale de détention administrative. Mohamed Amin Aberkan. Selon des chiffres, plus de 500 détenus palestiniens ont refusé de se présenter à leur audience devant un tribunal militaire pendant 64 jours pour protester contre leur détention injuste, sans inculpation ni procès, en vertu de la politique controversée de détention administrative sioniste. Les prisonniers palestiniens poursuivent pour le 71e jour consécutif leur boycott des audiences. Depuis plus de 2 semaines également, les détenus administratifs palestiniens atteints de maladies chroniques boycottent les cliniques des prisons de l'entité sioniste pour protester contre leur détention injuste, sans inculpation ni procès. Les détenus palestiniens indiquent que leur action s'inscrit dans la continuité des efforts palestiniens de longue date pour mettre fin à la détention administrative injuste pratiquée contre le peuple palestinien
par les forces de l'occupation. La politique de l'entité sioniste de détention administrative largement condamnée permet la détention de Palestiniens sans inculpation ni jugement pour des intervalles renouvelables allant généralement de 3 à 6 mois sur la base de preuves non divulguées que même l'avocat d'un détenu est interdit de visite. Au fil des ans, l'entité sioniste a placé des milliers de Palestiniens en détention administrative pendant des périodes prolongées, sans les juger, sans les informer des charges retenues contre eux et sans leur permettre ni même à leur avocat d'examiner les preuves. Par ce mouvement de grève, les détenus palestiniens dénoncent leur détention illégale et exigent la fin de cette politique qui viole le droit international. Et concernant l'accord sur le nucléaire iranien, le porte-parole du département d'État américain s'est exprimé. Ned Price affirme que les nouvelles sanctions liées à la Russie sont absolument sans lien avec l'accord, en ajoutant qu'il reste très peu de temps pour le sauver. On écoute. Nous continuons à croire que nous sommes proches d'un accord potentiel. L'heure est venue pour toutes les parties de faire preuve de sérieux dans leurs intentions. Nous pouvons et nous devrions être en mesure de parvenir à un accord mutuel pour revenir à la mise en œuvre intégrale de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, mais il reste très peu de temps pour le faire. Les nouvelles sanctions liées à la Russie sont absolument sans lien avec l'accord. Elles ne devraient avoir aucun impact sur une éventuelle mise en œuvre. De même, nous avons clairement indiqué que nous n'avions pas l'intention de proposer à la Russie quoi que ce soit de nouveau ou de spécifique dans le cadre de ces sanctions. Une cinquantaine d'enfants tués ou mutilés au Yémen durant les mois de janvier et février. C'est l'UNICEF qui annonce ces chiffres glaçants tout en rappelant le bilan réel qui est probablement plus élevé. La guerre entre les Houthis et le gouvernement au Yémen dévaste le pays depuis 2014, une guerre qui a causé la mort ou la blessure de plus de 10 200 enfants. Au Chili, les citoyens célèbrent l'investiture de Gabriel Boric ce samedi. Boric, le plus jeune président de l'histoire du pays, prend officiellement les rênes du Chili à 36 ans seulement. Il avait obtenu les manifestations de masse. Il avait plutôt soutenu les manifestations de masse de 2019 contre les inégalités profondes en matière de revenus, d'accès à la santé, d'éducation et de retraite. Comme l'avait prédit Salvador Allende, il y a presque 50 ans. Nous sommes des compatriotes. Ouvrons les grandes promenades publiques aux l'homme libre. L'homme libre et la femme libre viendront pour construire une société meilleure. Nous continuons sur cette voie. Vive le Chili. Le pays doit se lever, croître et distribuer équitablement les fruits de cette croissance. Car lorsqu'il n'y a pas de distribution des richesses, lorsque les richesses sont concentrées uniquement dans les mains de quelques-uns, la paix est très difficile. Nous devons redistribuer la richesse produite par les Chiliens et les Chiliennes, par ceux qui vivent dans notre pays. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. On va parler sport, football à l'approche du match barrage qualificatif à la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui opposera la sélection algérienne au Cameroun pour son match aller. Bonne nouvelle pour les supporters des Verts et les globetrotters de la sélection. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a enjoint au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de lancer l'opération de vente de billets de voyage pour le transport des supporters de la sélection nationale au Cameroun à des prix subventionnés. C'est ce qu'a indiqué ce samedi un communiqué de la présidence de la République. Quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. L'entente de Sétif, toujours en lice, affronte ce soir à 20h au stade du 5 juillet les Sud-Africains d'Amazulu FC. L'entente, troisième du classement du groupe B à 3 points seulement, s'est inclinée au match aller sur le score d'1-0. La victoire est donc obligatoire pour les coéquipiers du portier Sofiane Nartairia pour maintenir leur chance de qualification pour le prochain tour. On écoute l'entraîneur et le gardien de but de la formation des Hauts Plateaux.
C'est vrai, après les 2 dernières défaites contre le Raja ici au stade 5 juillet et aussi la deuxième face à notre prochain adversaire, on est dans une situation où la victoire est obligatoire pour les 2 prochaines rencontres. La pression est naturelle, on a l'expérience pour gagner ce match. Les joueurs ont l'habitude de jouer des matchs pareils, le but est clair, c'est gagner. Après chaque match en Ligue des Champions c'est des matchs déterminants, faut pas le laisser... Je pense que le dernier match à Mazoulou, on a laissé beaucoup de choses de côté. Il y a eu beaucoup de turbulences à l'entente. Donc après voilà, là c'est, comme vous dites, on est dos au mur. C'est la gagne et rien d'autre. Et même la gagne pourrait ne pas nous aider. Donc maintenant voilà, on a notre destin entre nos mains. Malgré tout, on connaît Amazulu, c'est une bonne équipe. Elles ont beaucoup de force, elles ont beaucoup de qualités, mais elles ont des défauts aussi. Et nous, on a des qualités, et maintenant, voilà, on joue chez nous. Voilà, faut qu'on se donne à fond et faut rien laisser au hasard. Dans le groupe C, hier, le Shabab Riyadi de Belouizdad a remporté son match face au Botswanais de Jwaneng Galaxy sur le large score de 4-1. Dans l'autre match du groupe, l'Espérance de Tunis a battu aujourd'hui l'Étoile du Sahel sur le score de 2-0. L'Espérance et le CR Belouizdad sont co-leaders du groupe C avec 8 points. L'entraîneur du Shabab s'est exprimé en fin de match au micro de notre reporter Faisal Salah. On écoute. Je pense que le match était très difficile. On n'était pas sûr de marquer au début. Les joueurs étaient incertains et aussi pressés. On perdait beaucoup de ballons et l'adversaire jouait très bien les contres. Après avoir raté le premier penalty, c'était émotionnel pour le groupe. Mais après, on a marqué. On a créé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, c'était aussi difficile parce qu'on avait 5 joueurs qui ont eu 2 cartons jaunes auparavant. On n'a pas mis une pression haute pour ne pas perdre des joueurs pour les prochains rencontres. Et pour boucler les 2 compétitions continentales, la jeunesse sportive de la Saoura affronte demain en match de la 4e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF, toujours au stade du 5 juillet. Le leader du groupe, le Libyen d'Al Ittihad, qui compte 7 points dans son tableau de chasse. Une défaite des sudistes et ils diront au revoir au prochain tour. Juste avant de se quitter, on va parler culture. Clap de fin de la résidence de création musicale One Beat Sahara. La troupe a donné son dernier spectacle hier soir à l'Opéra d'Alger. Des sonorités venues de plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique ont régalé le public algérois. Amira Becha. Les mélomanes ont été au rendez-vous à l'Opéra d'Alger pour assister au concert de clôture de One Beat Sahara, une résidence de création musicale qui s'est installée le 21 février dernier dans l'oasis de Tarit, au sud-est de l'Algérie. 26 musiciens venus de plusieurs régions d'Algérie, d'Amérique, mais aussi de Mauritanie, Mali, Libye et Tunisie. Des sonorités et des couleurs qui s'assemblent, un voyage musical marqué par des styles différents, du shabi au blues, du diwan au rap, en passant par l'afrobeat. Le public a été régalé jusqu'à la dernière note musicale. One Beat Sahara est une manifestation d'envergure internationale, lancée par Found Sound Nation et organisée par l'ambassade des États-Unis en Algérie. En collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, cette année, le rendez-vous a été réussi, d'un point de vue continental, mais aussi international. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Riyad Lahari demain pour le 19h. Je vous retrouverai à 18h pour une nouvelle édition spéciale Conflit en Ukraine. Excellente soirée sur Al24 News.